19 août 1944, 4 jours après le début du soulèvement, 2000 policiers parisiens revêtent le brassard des FFI et rejoignent les insurgés. Parmi eux, sans doute, beaucoup de flics de la mondaine. Depuis le début de l'occupation, les Allemands avaient pris en main le contrôle sanitaire des prostituées. À la mondaine, on n'avait pas eu à se compromettre. Une semaine plus tard, le général de Gaulle remonte les Champs-Élysées. La République est de retour, qui veut effacer la honte des années noires. L'épuration est en marche. On arrête, on juge, on fusille, quand on ne lynche pas purement et simplement ceux qui ont collaboré. Une catharsis populaire, dont la violence est à la mesure des frustrations endurées pendant 4 ans. Une épuration morale aussi. C'est le triste temps des femmes tondues en place publique. Elles se sont souillées avec l'occupant, leurs crânes rasés sont la marque de leur indignité. On leur crache au visage, on les traite de putains. Tant le mot et tout le vocabulaire injurieux vis-à-vis des prostituées va être entendu très largement à la Libération, et les tondues vont être traitées de putains, salopes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont des prostituées. Là, il y a un effet de source, il faut faire attention, parce que très souvent, quand on va voir une photo de femme tondue, ou quand on va entendre un témoignage, on va dire « les putains ou les prostituées de telle ville sont tondues ». Et en fait, non. On considère toutes les femmes qui ont des relations avec les Allemands comme des putains, mais les prostituées, non, finalement. Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on considère qu'elles n'avaient pas le choix, que c'est leur métier, qu'elles n'avaient pas le choix de refuser à partir du moment où elles étaient dans une maison close, réquisitionnée par les Allemands. D'autre part, c'est peut-être moins net, on en trouve moins de traces, mais c'est évident, parce qu'elles avaient aussi comme clients d'autres hommes de la ville qui participent aussi à l'épuration, et donc qui savent bien quelle est leur position, et qui vont du coup être plus indulgentes vis-à-vis d'elles. D'autant que les filles des rues ne chôment pas en ces temps troublés. Un soldat chasse l'autre, et ce sont désormais les libérateurs, anglais, canadiens ou américains, qui leur assurent le pain de fesses quotidien. Un quotidien qui ne change guère, avec son lot de rafles et de tracasseries policières. Un inspecteur de la mondaine fait cette constatation que, pendant l'occupation, on raflait les putes qui plombaient les chleux, après la libération, on a raflé les putes qui plombaient les ricains. La seule différence, c'est qu'avec les frisés, c'était organisé, et qu'avec les amerlocs, c'est le bordel. Que ce soit les Allemands ou les Alliés, ils ont ce point commun, même si le combat n'a rien à voir, c'est que ce sont des hommes adultes, entre 20 et 40 ans. Voilà. Donc, quand arrivent les Alliés, eh bien, la question de la sexualité de ces soldats se pose également pour les autorités alliées, pour la police française et les autorités françaises. Ce n'est plus celle de la collaboration, hein, c'est de la France libérée, mais le problème se pose toujours. Et donc, les bordels qui ont vu des soldats allemands vont voir des soldats alliés. Alors évidemment, ce n'est pas la même clientèle. Comme dirait la patronne du Sphinx, les Allemands, au moins, ils savaient se tenir. Eux, les GI, vraiment, c'est quand même... c'est pas la même chose. Enfin, il faut prendre la clientèle qui se présente. Hein. Donc, et les GI vont afficher leur bonne fortune jusque sur le trottoir. Donc, non seulement les filles, mais aussi l'opulence. Hein, la nourriture, ils ont commencé à faire du trafic. La nourriture, les cigarettes, les vêtements, tout ce qu'on veut. Et là, ça devient insupportable pour la population. La libération, ça n'a pas apporté à manger aux gens. Hein. Ça a duré encore 2 ans où il a fallu avoir des tickets pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir... À propos des soldats donc, américains et britanniques, il y a un moment où on va, dans certains cas, interdire l'accès aux maisons closes parce que, d'une part, ça provoque des troubles, mais surtout, on est... dans quand même l'idée de plus en plus forte que ces maisons closes ont été des lieux de collaboration, que les tenanciers se sont enrichis et qu'il ne faudrait pas qu'ils s'enrichissent une 2e fois avec les Alliés. Les tenanciers de maison, des profiteurs de guerre, sans aucun doute possible, oui. Le proxénète n'est pas par nature un parangon de vertu, ni un grand patriote. Que l'occasion se présente et il saura sans aucun scrupule faire prospérer son coupable commerce. Et l'armée allemande a offert aux grandes maisons parisiennes, 4 années durant, une occasion en or.
Réservés à l'usage exclusif des troupes d'occupation, les grands bordels ont vu leurs profits s'envoler. Les Parisiens pouvaient bien faire la queue pour une ration de pain, de tabac ou de lait. On ne manquait de rien dans les fastueux bobinards du 9e arrondissement. Et on a sympathisé, forcément, avec ses clients si corrects. L'état-major de la Wehrmacht avait pris ses quartiers au 122, celui de la SS au Chabanais. Fort de ces nouvelles amitiés, les tenanciers, réunis en lobby, avaient obtenu de Vichy le statut de producteur de spectacles de 3e catégorie. Tapin, rapine, profit, la version bordelière du travail famille-patrie du maréchal aurait pu s'inscrire en lettres d'or au fronton des Boxons. Les élections générales de 1945 ont porté au pouvoir une nouvelle génération qui ne se contentera pas de reconstruire la France d'avant-guerre. Il faut refonder une république des justes sur des bases assainies. Exit donc les tolérances et leur cortège de compromissions. Parmi ces partis issus de la résistance, le MRP, Mouvement républicain populaire, qui compte dans ses rangs des personnalités telles que Maurice Schumann ou l'abbé Pierre, c'est ce parti qui va porter l'attaque. Il y a en même temps l'idée qu'on règle effectivement des comptes, on s'en prend au milieu des tenanciers, finalement qui a profité de la législation de Vichy, qui a profité économiquement de la présence allemande, qui s'est enrichi et sans problème. Donc il y a une dimension patriotique dans ce discours. Et puis il y a aussi, parce que c'est aussi le droit de vote des femmes 2 ans avant, une dimension contre un des symboles de ce qu'est l'oppression des femmes. Et il y a aussi ce discours-là. Et on a les deux. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. En avril 1944, le Comité de libération nationale avait inscrit le droit de vote des femmes dans le projet de constitution de la République à naître. Un droit de vote officiellement acquis au bout du fusil dans les mouvements de résistance. Un alignement sur les alliés aussi. Britanniques, américaines ou soviétiques, les femmes votaient depuis 1918. La France, pays des droits de l'homme, était en retard d'une guerre quant aux droits de la femme et de la citoyenne. Un an plus tard, en avril 1945, les Françaises pouvaient enfin glisser leur bulletin dans l'urne lors des élections municipales. Parmi elles, une certaine Marthe Richard. Espionne durant la Grande Guerre, elle avait été une figure populaire de l'entre-deux-guerres, très populaire même. Une Mata Hari à l'envers, une Marianne élégante et moderne qui pilotait des avions et envoyait les sous-marins du Kaiser par le fond. À la Libération, on l'avait remarqué dans les rangs des FFI qui combattaient pour libérer la capitale. Mais le combat de sa vie était encore à venir. Marthe Richard allait bientôt libérer les pensionnaires des bordels. Le sujet va d'abord être abordé au Conseil municipal de Paris. Et le MRP, le responsable du MRP, donc au niveau local, pense à Marthe Richard. Pourquoi Marthe Richard? Parce qu'elle a joui donc d'une notoriété entre les deux guerres, parce qu'elle fait partie d'un groupe de la résistance, parce que c'est une femme, et qui mieux qu'une femme peut parler des autres femmes, de la prostitution, tout ça. Et donc il va lui demander si elle veut bien intervenir au nom du conseil municipal, donc pour interpeller le préfet de Paris pour viser à la fermeture des maisons closes. 13 décembre 1945, Marthe Richard monte à la tribune dans la grande salle du conseil municipal de la mairie de Paris. Il y avait beaucoup de gens dans les tribunes, c'était surtout les tenanciers de la maison de tolérance, qui avaient des belles bagues. Ça oui, il y avait tous ces gens-là dans les tribunes. Mais la salle était calme. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le moment est venu de s'engager dans la voie de la propreté et du progrès moral. Il faut commencer par extirper le mal à la racine et renoncer au système de la débauche organisé et patenté. Aujourd'hui, nous les femmes, nous votons. Nous sommes des citoyennes, libérées de toute tutelle, nous avons notre mot à dire. Les temps ont changé. Supprimons les maisons de tolérance, ainsi que la police des mœurs. Luttons contre le marché des femmes et contre leur exploitation par les rabatteurs et les placeurs autorisés par la préfecture de police. Alors, elle a bien pris notre position, hein. Il faut bien le dire. Sous
on a dit que Marthe Richard voulait mettre un terme à la prostitution. Non, pas du tout. Elle a dit que la prostitution est un mal qu'il faut essayer d'éradiquer. Bien, mais elle a signalé très fortement, parce que c'était dans l'intervention que nous lui avions préparée, qu'il fallait mettre un terme à la réglementation. Alors elle a demandé aussi, au moment où elle demandait l'abolition de la tolérance, qu'on détruise le fichier de la prostitution. Pourquoi ? Et pour cause, puisqu'elle était dedans depuis 1903 ou 4. Et évidemment, elle a obtenu cette décision de détruire le fichier. Seulement, il faut penser que les flics, ils ont gardé ce qu'il fallait la concernant. Marthe Richard, l'espionne au service de la France, la résistante, la féministe, enfin une ancienne fille de joie, cela semblait impossible. Et pourtant, dans les fichiers de la police des mœurs, figurait bien une certaine Marthe Bettenfeld, épouse Richer, dite Richard, inscrite au registre des prostituées en 1905. La police des mœurs, normalement, devait, lorsqu'une jeune femme était rangée, en plus était mariée, devait, après enquête, rayer du registre de la prostitution, donc les femmes qui en faisaient la demande. Et Marthe Richard, qui à ce moment-là vraiment n'avait rien à se reprocher, n'a jamais obtenu à ce que son nom soit rayé des fichiers de la prostitution. Et ça, c'est vrai qu'elle ne l'oubliera jamais. Ouais, plutôt de putain, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? N'oublie pas les bordels. Avant quand qui me connaît, hein. Comment a-t-elle fait la jeune Marthe pour passer des trottoirs d'une ville de garnison aux allées du pouvoir, légion d'honneur épinglée au revers du tailleur? Ce qui est certain, c'est qu'elle est dotée d'un instinct de survie aiguisé comme un rasoir, et d'un sens moral pour le moins émoussé. Marthe Bettenfeld est née en 1889, non loin de Nancy. À 14 ans, elle est apprentie culottière, mais se rêve déjà sans doute en héroïne de roman. Un an plus tard, elle est prise dans une rafle à Nancy. Fini les culottes, Marthe a choisi le trottoir. En 1905, elle est en quarte et malade. La jeune Marthe semble bien mal partie. Pourtant, en 1907, on la retrouve au bras d'un riche industriel du nom de Richer. À 18 ans, Marthe, la demi-mondaine, fait son entrée dans le beau monde. Ça paraît impensable, mais c'est vrai, le vrai conte de fées. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur le client qui va l'épouser, qui est plus vieux qu'elle, qui a 10 ans de plus qu'elle, mais qui va l'épouser. Et là, elle va être introduite dans la bonne société de province. Et elle va parfaitement s'adapter, parce que c'est un vrai caméléon, cette femme. Elle a eu des tas de vies et elle s'est à chaque fois adaptée. Et puis, grâce à lui, donc, elle va découvrir l'aviation. Et ça, c'est quelque chose de vraiment une passion pour elle. Il y aura avant la guerre que 13 femmes au monde qui ont leur brevet de pilote, et parmi ces 13 femmes, Marthe Richard. Le 5 février 1914, Marthe Richer établit même un record de distance en volant de la baie de Somme à Zurich. Sauf que non. Son avion atterrit en catastrophe dans un champ bourguignon, est démonté et embarqué dans un train pour la Suisse, pour être remonté non loin de Zurich et atterrir à l'endroit prévu comme si de rien n'était. Désormais, tout sera faux, truqué, suspect dans la vie de la belle Marthe. Jusqu'à son nom. Son mari meurt au front en 1915 et Richer devient Richard. Pourquoi ? D'après elle, pour les besoins d'une mystérieuse mission d'espionnage. Une mission elle-même douteuse. Envoyée en Espagne en 1916 pour soutirer des informations à l'attaché naval allemand, elle devient sa maîtresse, avant d'être radiée des effectifs du renseignement français et de renoncer à sauver la patrie en danger. Pour les Français, vous étiez l'Alouette. J'étais l'Alouette. On devait. Et comme vous étiez agent double, pour les Allemands, ou S-32. S-32. C'est plus militaire. Et pourquoi l'Alouette, vous savez Je sais pas. J'étais l'Alouette. Parce qu'il donnait du nom d'oiseau à ses espions. Après-guerre, l'ex-espionne mène une vie de barreau de chaise. Son mari lui a laissé suffisamment d'argent pour ne plus se soucier de ses dépenses. Elle affole les hommes et elle le sait. En 1926, elle épouse en seconde noces Sir Thomas Crampton, sujet britannique et directeur financier de la Fondation Rockefeller. Voilà Marthe, sujette de sa gracieuse majesté et riche à millions. D'autant que son mari a le bon goût de mourir très prématurément, 2 ans plus tard. De vilaines langues n'hésiteront pas à suggérer que la belle et volage Marthe ait pu aider son mari à trépasser si opportunément. Une chose est sûre, interrogée par la police, elle ne sera pas inquiétée.
Mais c'est en 1930 que la gloire frappe à sa porte, lorsqu'un ancien officier des services de renseignement français publie une série de romans d'espionnage. Un officier sous les ordres duquel Marthe Richard a effectué son éphémère et peu concluante carrière d'espionne, et qui a consacré à la sulfureuse Marthe un volume de la série. Une version plus que romancée qui attribue à l'ancienne fille des rues des exploits rocambolesques. Le public se passionne. Marthe devient une icône, incarnation de la femme française, audacieuse, élégante et belle de surcroît. Elle investit le rôle pleinement et en redemande. Elle publie à son tour ses mémoires de guerre, surenchérissant dans la fabulation. Son action aurait permis l'anéantissement de la flotte sous-marine du Kaiser, sauvant la patrie d'un terrible péril. Et ça marche. En 1933, elle obtient la Légion d'honneur. En 1937, Edwige Feuillère, aux fêtes de sa gloire, incarne à l'écran Marthe Richard, espionne au service de la France, avec Erich von Stroheim dans le rôle de l'attaché naval allemand. Au front, au cœur. Hein? Vous aviez raison, je suis une menteuse. En français, m'ont envoyé vous abattre. Vos domestiques sont habitués aux petits bruits sympathiques des coups de feu sur la tôle. Pas un ne viendra. Allons. Vite. À 3, je tire. 1, 2. Elle a fini par y croire qu'elle avait sauvé la France à elle toute seule, et donc elle va vouloir recommencer pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que personne ne veut d'elle. Elle frappe tous les bureaux, elle se fait beaucoup remarquer, enfin bon, personne ne veut d'elle. Donc elle va finir par partir à Vichy, elle va revenir à Paris, enfin là il y a une période très trouble, où les uns diront qu'elle a été résistante, et où les autres diront qu'elle a été collaboratrice. Moi, à mon sens, d'après les recherches que j'ai faites, je dirais qu'elle a été ni l'un ni l'autre, vraiment. Sauf qu'elle a fréquenté les deux côtés. Mythomane, opportuniste et sans scrupules. Le profil idéal dans la confusion de l'immédiate après-guerre. Le mythe de la France résistante se construit et nombre d'aigrefins vont s'y refaire une virginité. Marthe Richard va faire mieux. Elle va entrer dans l'histoire, la vraie. Son discours au conseil municipal de Paris lui a offert une cause, elle ne la lâchera plus. D'autant qu'elle tient là l'occasion de se venger de ces flics des mœurs qui ont toujours refusé de la rayer du registre des prostituées. Des flics qui sont les seuls à connaître son côté obscur. Or, la fin des maisons closes, c'est aussi la fin de la mondaine, dont l'existence est intimement liée à la surveillance des bobinards. Celle que la presse surnomme désormais la veuve qui clôt, mène sa croisade tambour battant et prend tous les coups. Le lobby des tenanciers est puissant et riche. De la préfecture de police, des informations suintent concernant le passé tourmenté de cette inopportune mère la vertu. Peine perdue, leur sort se joue ailleurs. C'est un député MRP, Pierre Dominjon, qui rédige discrètement un projet de loi abolissant le régime des maisons de tolérance. J'ai déposé ma proposition, et elle a été reprise par le gouvernement, et puis un beau jour, sans que je le sache d'ailleurs, elle est arrivée à l'ordre du jour. Et ma foi, quand elle a passé, les tenanciers ont été avertis le matin même, je ne sais pas par qui, ils remplissaient les tribunes, et ils étaient comme ça. Ils sont arrivés au dernier moment à faire venir à l'Assemblée, comment ça s'appelait, le troquer, pour défendre, pour s'opposer à la loi, mais il y avait dans l'Assemblée presque uniquement les MRP et les communistes, et comme un seul homme, ça a été voté. Est-ce que vous avez rencontré Marthe Richard à l'époque? Non. Ni avant, ni pendant, ni après. Loi numéro 46-685 du 13 avril 1946, article 1er. Toutes les maisons de tolérance sont interdites sur le territoire national. Adieu les maisons, bonjour le trottoir. La France, qui avait inventé un siècle plus tôt la prostitution réglementée, est désormais un pays abolitionniste. La prostitution est une activité autorisée tant qu'elle n'est pas contrainte. Le proxénétisme est interdit sous toutes ses formes. Fermer les maisons closes, c'est un pléonasme, dira plaisamment Arletty. N'empêche, les bobinards tirent le rideau définitivement. Les meubles sont vendus aux enchères, on brade tableaux, tentures et boiseries.
Pour les Julot et les Bordeliers, l'heure est au bilan de compétences. Il faut sérieusement songer à se reconvertir. Des filles pour accrocher le micheton, il y en aura toujours au coin des rues, pensent-ils, ces humanistes. Et il leur faudra bien travailler quelque part. Dans les mois qui suivent, Paris voit fleurir les hôtels de passe et les clandés, ces bordels qui ne disent pas leur nom. Il y avait, avant la fermeture, 180 maisons dans Paris. Il y aurait en 1947 plus de 500 clandés. Donc, du jour au lendemain, les maisons sont fermées. Donc les filles doivent partir. Donc c'est la grande exode des filles. Et puis tout ce petit monde-là se disperse et donc le commerce se restructure dans les rues. Mais comme le racolage est interdit, donc les filles, en fait, elles sont dans des espèces d'impasses d'immeubles avec des vitres. Donc elles racolent officiellement pas parce qu'elles ne sont pas dans la rue, mais les hommes passent en fait devant ces vitres. Et puis ils rentrent dans ces halls et ensuite ils montent dans les chambres. Le racolage, un délit des plus improbables. Une gagneuse des rues, simplement postée à l'entrée d'un hôtel, se livre-t-elle au racolage ou pas? Et que dire des chandelles postées sous un réverbère ou au coin d'une rue? La notion de racolage est dans l'œil de celui qui la constate, le policier. Car Marthe Richard aura finalement échoué. La mondaine est toujours là, sur le dos des filles. C'est-à-dire, la fille doit être discrète dans son comportement. Et autrement, elle est passible d'une contravention. Si elle racole, c'est une contravention. Si son attitude provoque à la débauche, c'est une contravention. Elle a une contravention, mais nous n'avons pas le droit de l'enlever du circuit. Elle est toujours sur le trottoir, elle circulera toujours librement. Les filles accusent les policiers d'être des dictateurs, d'avoir un pouvoir absolu et surtout de leur coller systématiquement des amendes. Ils leur collent plusieurs fois par jour des amendes. Donc c'est vrai qu'il y a une pression assez forte qui est doublée bien sûr du milieu, puisque bien sûr il y a le versant, je dirais, officiel qui est lié à la police, et puis il y a le versant officieux qui est lié à l'organisation du crime et au proxénétisme. Donc les filles sont prises un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. D'un côté entre le policier, de l'autre prises de l'autre côté par les proxénètes. Des filles qui, si elles ne sont plus officiellement sous tutelle de la préfecture, dépendent des autorités sanitaires. Depuis 1944, la syphilis n'est plus mortelle. La pénicilline en vient à bout en une injection. Pourtant, c'est au nom de la santé publique que les filles sont raflées, comme l'étaient les insoumises d'avant-guerre. La loi du 13 avril 1946 a en fait inauguré une période d'intense répression. Jusqu'au milieu des années 70, les rafles se multiplieront sans relâche. Une politique hypocrite qui autorise la prostitution, mais met les prostituées sous pression pour mieux atteindre les proxénètes. Je suppose qu'il y a une chose qui doit vous compliquer la tâche aussi, c'est que les filles doivent connaître tous vos agents très vite. Oh, ben bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi rien n'est simple. On disait, mais le racolage, c'est très facile de punir. Non, car dès qu'un de nos hommes, ils sont tous connus, ils sont connus par des sobriquets très pittoresques, d'ailleurs, dont les filles les gratifient. Graines d'asperges, lignes de fer, dents en or, etc., etc. Dès qu'un de ces hommes paraît dans le quartier, l'alerte est donnée, et toutes ces filles s'en vont un temps, jusqu'à ce que le policier, le poulet, comme ils disent, disparaisse à nouveau ou quitte le quartier. La première fois que j'ai été emmenée, j'ai rien compris du tout. J'étais rue Godot de Montroy. J'étais quand même toute nouvelle dans la prostitution. Et d'un seul coup, je voyais toutes les filles partir en courant, et moi, je comprenais rien du tout. Hein. Et j'ai été emmené. Il y a un flic qui s'est approché de moi. Il m'a dit, je suis le chat. Je lui ai dit, si je comprends bien, je suis la souris. Il m'a dit, tout à fait. Et après, il m'a embarqué. Et là, j'ai passé un très mauvais moment. Parce que d'un seul coup, on perd son identité quand on est emmené comme ça. On se retrouve dans une cage avec d'autres filles. On n'est pas rudoyé, mais enfin, on n'est pas non plus... on est mal reçu, c'est pas bien, c'est moche. Et après, on allait à Saint-Lazare.
Saint-Lazare, le cauchemar des filles. L'hôpital-prison où l'on enfermait les filles de joie depuis le 19e siècle n'est plus. Détruite en 1941 parce que trop vétuste. À sa place se dresse un dispensaire. Mais le souvenir des vicissitudes passées est trop fortement ancré dans la culture du trottoir pour disparaître aussi facilement. Saint-Lago reste synonyme de misère et de déchéance. Quand on était pris avant 21h, on partait à Saint-Lazare, qui n'existe plus depuis très longtemps. Et là, c'est encore plus l'horreur. On nous donnait en rentrant un bout de pain et une tablette de chocolat, alors que nous, on était habitués à festoyer. On dormait dans des lits avec un drap. C'était forcément très, très difficile. J'ai passé des sales moments, là, parce que j'avais l'impression de ne plus être rien. D'un seul coup, je me retrouvais, je m'appelais plus, j'avais plus de nom, quoi. Au début des années 60, les rafles s'intensifient. Les filles sont embarquées jusqu'à 3 fois par semaine, une virée au poste, une nuit à Saint-Lago et retour sur le Trimard. Avec au passage le prélèvement d'une amende substantielle sur leur comté. Mais quelle que soit la pression exercée par la brigade mondaine sur les Amazones du bitume, leur nombre ne diminue pas. Au plus fort de la répression, elle serait, selon la préfecture, 40 000 à arpenter le pavé de Paris. On peut gêner la prostitution, ou l'exercice de la prostitution, ici ou là, mais pas de façon totale, pas de façon globale et pas de façon permanente. Pour faire fermer un hôtel, il fallait qu'il y ait récidive, et même plusieurs récidives. Or, il fallait commencer par une procédure de réception habituelle de prostituées dans un établissement. Il fallait établir la procédure. Il fallait que cette affaire aille devant un juge d'instruction, qu'elle aille devant le tribunal correctionnel de Paris, qu'il y ait condamnation. Et de toute façon, si vous voulez, entre le moment où nous intervenions et le moment où la condamnation arrivait, n'exagérons pas, disons 3 ans, 4 ans. Et pendant toute cette période-là, ces hôtels avaient devant leur porte 6 ou 7 ou 8 jeunes femmes dont on ne pouvait pas ne pas savoir quelle était leur profession. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la... Les filles, elles venaient voir les hôteliers, elles disaient Monsieur Gaston, pour n'en citer qu'un, ou d'autres, est-ce que je peux travailler chez vous? Est-ce que je peux bosser chez vous dans l'hôtel? Qu'est-ce que faisaient ces vieux renards qui tenaient ces hôtels? Ils avaient peur d'être inquiétés par le milieu. Alors plutôt que d'être inquiétés, ils allaient voir une équipe assez forte sur Paris et ils leur disaient, voilà, je vous file une gonzesse à chacun et puis vous me protégez des autres requins du milieu qui voudraient me brûler les pieds pour prendre la caisse. Donc en gros, ils vont proposer, les beaux mecs parisiens, les beaux voyous parisiens, ils vont se retrouver avec des nanas sans avoir rien demandé. En fermant les maisons, on avait cru en finir avec le proxénétisme. Fini les tolérances, les compromissions petites ou grandes, l'exploitation des filles. Pourtant, 15 ans plus tard, les beaux mecs du milieu tiennent à nouveau le haut du pavé. Mieux, les hôtels où leurs gagneuses exercent prospèrent au vu et au su de tous. Pourquoi? Parce que la police des mœurs ferme parfois les yeux. Parce que certains hôtels, certains voyous sont manifestement protégés. Lorsque je suis arrivé à la brigade mondaine, je n'ai pas reçu d'instructions particulières. J'ai reçu une note manuscrite de mon prédécesseur me disant quels étaient les établissements privilégiés. Je me suis conformé. Ça veut dire que c'est des hôtels qu'on laisse travailler. Donc si on les laisse travailler,
généralement, il y a deux solutions. Soit ce sont des indicateurs, les hôteliers, c'est-à-dire qu'ils renseignent la police des mœurs, en tout cas, voilà, puisqu'ils sont au courant de plein de choses, ils ont plein de voyous qui passent, les filles parlent, etc. Et puis après, les mauvaises langues diront qu'il y a un autre moyen d'avoir une tolérance et d'avoir un hôtel qui reste ouvert alors que c'est interdit au vu au su de tout le monde, c'est de donner une enveloppe aux policiers qui vous contrôlent et qui est en charge de la bonne tenue de votre maison. Par exemple, les maisons de Partouze, il y en avait pas mal à l'époque. Hein. Ils payaient à la police pour avoir le droit que les Partouze soient acceptés et que les filles rentrent, plus les bourgeois, plus ceci, plus cela. Il s'agit d'un milieu opiniâtrement corrupteur. Et il est incontestable que nos hommes qui sont en relation avec ce milieu sont en but à toutes les tentations, de toutes sortes, celles que vous pouvez imaginer. Ils résistent admirablement. Ils résistent naturellement, avec une honnêteté naturelle qu'on semble toujours ignorer. Il arrive parfois que l'un de ces fonctionnaires succombe. Et pourquoi ne succomberait-il pas? Il me faudrait des seins ou des eunuques. Je n'en ai pas. Et c'est peut-être heureux, d'ailleurs. Évidemment, c'est un secret pour personne. Il y a quand même un certain nombre d'enveloppes qui étaient distribuées aux policiers de la brigade mondaine pendant des années. Il y a eu quand même des scandales récurrents avec cette histoire-là, des brigades dissoutes au fil des années. Donc on imagine bien que c'est pas parce qu'ils s'étaient mal tenus à table qu'on les a virés. La police des mœurs corrompue, l'accusation n'est pas nouvelle. Les flics de la mondaine naviguent en eau trouble, dans un milieu où l'argent est facile et où leur pouvoir est exorbitant. Et puis les fins de mois sont parfois difficiles à la préfecture de police. Et après tout, ce n'est pas comme si la poignée de billets que propose un julot pour que l'œil de la police se détourne avait été volée. Il y a même des filles qui payaient aussi la police. Elles avaient ce qu'on appelle des condés payants. D'ailleurs, c'était très mal vu parce qu'un condé payant, on pensait tous que c'était des filles qui balançaient. Alors elles ne balançaient rien du tout, elles payaient aussi les flics pour être tranquilles. Ces condés, ils étaient accordés sous l'autorité des chefs de service en fonction des renseignements que l'inspecteur qui demandait un condé pour un homme prostitué ou pour une fille obtenait des renseignements. Mais il n'en demeure pas moins que le prostitué ou la prostituée qui bénéficiait de ce condé ne pouvait pas dire qu'elle donnait des indications à la police, elle était obligée de dire qu'elle payait. Et donc, il est certainement arrivé qu'elle paie. Mais, sûrement. Mais ce n'était pas le fond du problème, je dirais. Le fond du problème, c'était de savoir s'il y avait ou non des renseignements. Et en contrepartie, il fallait que celui qui obtenait ces renseignements accepte de porter le chapeau, vrai ou faux. Les souteneurs, les filles, les proxénètes sont pour nous, d'une part, des délinquants que nous devons connaître. Nous devons pénétrer les milieux, connaître leurs techniques, leurs réactions, leurs lois, leurs rites pour mieux les combattre. Et d'autre part, peuvent, volontairement ou non, être pour nous une source d'enseignement et de renseignement particulièrement précieux. Nous n'avons le droit de rien abandonner, de ne rien lâcher. Et c'est pourquoi nous sommes en relation, nos hommes sont en relation et tentent de connaître les filles pour connaître leurs secrets et pour connaître le secret des autres. Est-ce que vous les payez? Les filles? Non, la question ne se pose pas. La brigade mondaine, je ne connaissais pas du tout. C'est le patron qui vient me voir un matin et qui me dit « Je viens d'être informé, vous avez fait acte de candidature pour aller à la brigade mondaine ?» Pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'était que cette brigade mondaine. Il me dit « Vous êtes affecté à partir de la semaine prochaine ». Et il me montre la petite note qu'il avait reçue de la direction. Dans la demi-heure qui a suivi, tous les collègues autour de moi m'ont dit « Mon pauvre vieux, tu vas dans un service, il n'y a que des ripoux, toi, tu arrives tout jeune comme ça, tu ne vas pas t'en sortir, c'est une catastrophe, tu devrais refuser. »
Et puis, refuser, c'est difficile. Hein, je me renseigne un petit peu. La mondaine, c'est le 36. Déjà, le 36, ça fait tilt. Le 36, saint des saints de la PJ parisienne. Mais la mondaine, au début des années 60, reste un service à part dont les missions, organisées en groupe, peuvent paraître sans logique. Il y a là un groupe des souteneurs, un groupe de la galanterie, des stupes, des cocus, des outrages aux bonnes mœurs, des cabarets. Pourtant, au-delà de toutes leurs différences, ces groupes ont une activité commune, une activité pas toujours avouable, presque clandestine, l'accumulation de renseignements. Des renseignements sur les activités criminelles, bien sûr, mais aussi sur les pratiques sexuelles, les perversions, les secrets honteux de toutes les personnalités en vue. Consignés dans des rapports sans en-tête, souvent sans signature, appelés les blancs, ces informations sont chaque matin remises au patron de la mondaine. Qu'en fait-il, ce patron, de ces condensés libidineux de voyeurisme policier? À quels yeux et à quel usage les réserve-t-il? Ces blancs étaient, tout au moins ceux des personnalités, les blancs dans les personnalités les plus connues, se trouvaient dans le coffre-fort du patron de la brigade mondaine, mais j'imagine, parce que je ne le suivais pas à la trace, que le patron de la mondaine le remettait au préfet et ça allait jusqu'au ministère de l'Intérieur. Je sais bien que l'un de mes collègues ou l'un de mes successeurs a dit qu'il ne voulait pas aller chercher les renseignements de l'ébidé. Bon. Mais d'abord, il ne s'agissait pas de cela, il s'agissait de savoir si nous pouvions être au courant de ce que le tout Paris savait, de ce que tous les journalistes savaient. Est-ce que la police judiciaire, est-ce que le gouvernement ne devait pas avoir au moins les mêmes renseignements que ceux qui couraient toute la ville? J'ai découvert, comme tous les collègues qui ont travaillé dans ce service, la face la plus abjecte de l'être humain, avec tous ses vices, tous ses fantasmes. Je comprends qu'on puisse avoir des fantasmes, mais à partir du moment où on exerce des responsabilités, on doit quand même... on représente quelque chose et mettre dans l'exécution, ces fantasmes-là, un petit peu de discrétion. Et non. Non. Ça m'a toujours époustouflé. Le 10 janvier 1959, Le Monde publie une brève relatant l'incarcération d'un ancien policier de la DST soupçonné de détournement de mineurs. Un ripoux porté sur les très jeunes filles. Pas de quoi faire trembler la toute jeune Ve République. Mais l'affaire s'emballe 10 jours plus tard lorsque l'inculpé reconnaît devant les enquêteurs avoir rabattu 3 années durant des jeunes filles de 12 à 18 ans et leur avoir fait exécuter des chorégraphies érotiques pour un public de notables parisiens amateurs de chair fraîche. Le Monde évoque les ballets licencieux, François parle de ballet rose, le scandale a trouvé son nom. Un scandale qui atteint son paroxysme lorsque l'on apprend que ces ballets se déroulaient notamment dans un pavillon de chasse de la banlieue parisienne, le Butard, un pavillon mis à la disposition du président de l'Assemblée nationale par la République. Ce n'est plus une simple affaire de mœurs, c'est un scandale politique. Dans l'œil du cyclone, André Le Troquer, héros de la Grande Guerre durant laquelle il a perdu un bras, grand résistant, proche de Gaulle, ce socialiste, ministre de l'Intérieur après la Libération, a été le dernier président de l'Assemblée nationale sous la 4e République et aurait été l'initiateur des ballets roses. Pire encore, sa compagne, la comtesse Elisabeth Pinageff, en aurait été la chorégraphe. Un autre portrait d'André Le Troquer se dessine en trompe-l'œil. Partouzard invétéré, amateur de garçons aussi bien que de jeunes filles, client assidu des maisons closes, à la mondaine on connaît bien Monsieur Le Troquer. Ironie de l'histoire, c'est lui encore qui a défendu la cause des bordels à la tribune de l'Assemblée lors du vote de la loi Marthe-Richard en 1946. La rumeur enfle. On parle d'orgies sadomasochistes dans les couloirs du Palais Bourbon. On parle de dizaines, de centaines de victimes. Le Troquer et sa comtesse peuvent bien crier à la machination politique. En juin 1960, ils sont reconnus coupables avec 20 autres prévenus. À 76 ans, André Le Troquer échappera néanmoins à la prison ferme, eu égard à son grand âge et aux nombreux services rendus à la République. Scandale, affaires, coup tordu, à la mondaine on connaît. Mais les années 60 vont s'avérer d'une rare richesse en la matière. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, leader du mouvement tiers-mondiste et principal opposant au roi du Maroc, Hassan II,
est embarqué dans une voiture de la préfecture de police devant la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain. Personne ne le reverra plus. Jamais. L'affaire Ben Barka est arrivée 3 ou 4 mois je crois, après mon arrivée à la tête de la brigade mondaine. Elle m'est tombée dessus comme un coup de foudre. Le directeur, M. Fernet, qui savait parfaitement à quoi s'en tenir, m'a dit un jour, M. Ottavioli, moins vous en saurez, mieux vous vous porterez, ne vous occupez pas de ça. Ce que le commissaire Ottavioli ne pouvait pas ignorer, c'est l'identité des 2 ravisseurs de Mehdi Ben Barka, les inspecteurs Louis Souchon et Roger Voiteau du groupe Stup de la brigade mondaine. Les 2 flics se sont présentés à l'opposant marocain en pleine rue. Ils lui ont demandé de les accompagner jusqu'à un endroit secret pour y rencontrer de mystérieuses hautes personnalités. Sans doute rassurés par leur qualité de policier, Ben Barka a accepté sans résistance de monter à bord de leur voiture de service. Mais en fait de haute personnalité, c'est à un exécuteur des basses œuvres de la République gaulienne que Souchon et Voiteau vont remettre Mehdi Ben Barka. Georges Bouche-Sèche, ancien membre de la Gestapo française, braqueur notoire, proxénète, barbouze à ses heures et membre actif du SAC, un CV de première classe. On a d'autant moins compris que je vous rappelle qu'ils ont interpellé Ben Barka au volant d'un véhicule du service, avec l'immatriculation du véhicule police. Si on peut très bien imaginer que s'ils avaient voulu faire un coup tordu, ou s'ils avaient su qu'ils faisaient un coup tordu, parce que le coup était tordu, ils auraient pris un autre véhicule que le véhicule du service. Alors, je pense, et je crois que c'est l'opinion de la plupart des policiers de la mondaine, ils ont commis une erreur monumentale. On n'interpelle pas un opposant marocain et puis on ne conduit pas. Mais s'ils avaient pu imaginer une seule seconde qu'ils conduisaient Ben Barka à la mort, ils ne l'auraient jamais fait. Voilà. Rejoint par un commando des services secrets marocains dirigé par le général Oufkir, ministre de l'Intérieur d'Hassan II, Bouche-Sèche et ses sbires vont torturer Mehdi Ben Barka et l'exécuter. Qu'ont-ils fait du corps? L'ont-ils enterré sur place en banlieue parisienne? Ont-ils réussi à le transférer au Maroc? Mystère. Et qui a commandité l'enlèvement et l'assassinat de Ben Barka? Oufkir? Hassan II? La CIA? Les services français ont-ils été impliqués d'une façon ou d'une autre? Rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police, en tant que telle, dans leur ensemble, aient connu l'opération et à plus forte raison qu'il l'ait couverte. Au contraire. Pourtant, c'est bien parce qu'un honorable correspondant du SDECE, le service de contre-espionnage français, le leur a demandé, que les inspecteurs Souchon et Voiteau ont remis Ben Barka à ses bourreaux. Ce correspondant, c'est un dénommé Antoine Lopez. Membre du SAC, ami de Bouche-Sèche et d'Oufkir, Lopez est aussi un indicateur de la mondaine. Mieux, il est l'intermédiaire entre la mondaine et le SDECE. En réalité, la brigade mondaine avait des relations, je dirais, privilégiées avec le service de contre-espionnage de l'époque, le SDEC. Il y avait des échanges de renseignements. Le SDEC apportait ses renseignements en matière de trafic international des stupéfiants aux gens de la brigade mondaine plutôt qu'au ministère de l'Intérieur. Ils allaient à la préfecture de police de Paris et non pas au ministère de l'Intérieur. Et donc, le groupe des stupéfiants de la brigade mondaine rendait service au SDEC dans la mesure où ils avaient certains besoins. Les besoins du SDECE, des filles pas farouches pour approcher des cibles, les séduire, voire monter des opérations de chantage. Qui mieux que la mondaine, qui tenait sous sa coupe toutes les putains parisiennes, aurait pu y répondre? Qu'il y ait eu également un échange de renseignements relatifs aux stupéfiants un ou je crois même 2 hôtels tolérés par la brigade mondaine pour le SDEC, c'est sûr. Mais si vous voulez, c'était l'échange
ne peux pas dire de bons procédés, parce que le procédé n'était pas quand même bon. C'était des échanges d'avantages donnés aux uns ou aux autres. La brigade mondaine avait des renseignements sur les stupéfiants et sur le trafic international. Eux faisaient bénéficier des amis du milieu de tolérance en ce qui concerne leurs deux hôtels. Des amis du milieu comme Georges Bouche-Sèche qui possédait justement dans Paris un hôtel de passe. Tolérance, Condé, barbouzerie. Être flic à la mondaine, c'est se poster dans l'antichambre d'un demi-monde où se croisent voyous et responsables politiques, gangstérisme et raison d'État, paillettes du showbiz et gris du trottoir. Une affaire plus que toute autre en est emblématique, l'affaire Markovitch. Le 1er octobre 1968, le corps de Stéphane Markovitch, ancien garde du corps d'Alain Delon, est découvert dans une décharge enroulée dans un emballage de matelas. Markovitch a été exécuté. Règlement de compte, crime crapuleux, rien sur la scène du crime ne permet aux enquêteurs de trancher. Comme tout de suite, il est apparu qu'il pouvait y avoir des relations entre le showbiz, la prostitution. La brigade mondaine a très rapidement été saisie d'un certain nombre de problèmes. Problème numéro 1. Stéphane Markovitch était non seulement le garde du corps d'Alain Delon, mais aussi, à l'occasion, l'organisateur de soirées, très désinhibé, auxquelles participaient un bon nombre de vedettes de l'époque dans la chaleur des étés tropéziens. À l'occasion, Markovitch aurait aussi été un pourvoyeur de stupéfiants pour ses amis choisis. Problème numéro 2. Markovitch, non content d'organiser des parties fines, les photographiait pour en revendre les clichés à ceux qui l'avaient immortalisé en compromettante posture. Showbiz, partouze, dope et chantage, du cousu main pour la mondaine. Alors l'affaire telle que je l'ai vécue, bien entendu, j'ai assisté aux auditions de Mireille Dard, d'Alain Delon, de Nicoletta, de Marie Laforêt. Pourquoi on entendait tous ces gens du showbiz? Parce qu'ils avaient connu Markovic, Delon bien sûr, mais Markovic à un moment ou à un autre. Et on avait bien la conviction que ce n'est pas elle ou eux qui allaient nous donner la clé de l'affaire et nous désigner l'auteur. Mais il fallait le faire, donc on le faisait. Si les enquêteurs sont aussi sûrs de ne pas trouver l'assassin parmi toutes ces vedettes, c'est que Markovitch a désigné les coupables dans une lettre adressée à son frère avant sa mort. Si je suis assassiné, ce sera à 100% la faute d'Alain Delon et de son parrain, François Marcantoni. François Marcantoni, ancien résistant, devenu braqueur à la Libération, fiché au grand banditisme depuis 1959, membre actif du SAC, un de ces barbouzes dont le gaullisme avait le secret, avec une trogne à enlever Ben Barka. Un ami de Delon aussi, dont la femme Nathalie aurait un temps été la maîtresse de Markovitch. L'étau se resserre. Marcantoni est incarcéré, puis libéré. Existe-t-il un témoignage important qui vous est, ce qu'on dit, chargé? Il en est un. Pas du tout, il n'y a aucun témoignage qui me charge en dehors de cette lettre, puis des fausses accusations dont j'ai été victime. Rien ne permet matériellement d'impliquer Marcantoni. Et puis, Markovitch avait beaucoup d'ennemis, dans le milieu corse comme dans le milieu yougoslave. Les suspects sont trop nombreux, l'affaire ne sera jamais élucidée. D'autant qu'il ne s'agit plus d'un simple fait divers. Des rumeurs agitent la presse qui laissent entendre que Markovitch aurait aussi fait chanter des membres du gouvernement. Des noms circulent. Parmi eux, celui de Claude Pompidou, épouse de Georges Pompidou, Premier ministre emblématique du président de Gaulle. Oui, on a montré dans certains milieux parisiens des photos de Madame Pompidou dans une partie fine. Hein. Bon, c'était un montage énorme. Enfin, c'est-à-dire, on voyait sa photo au milieu d'autres personnes. Et là, ça a été purement scandaleux. Ça a été vraiment dégueulasse ce qui a été fait à Pompidou et à son épouse. Qui avait intérêt à l'impliquer dans le bourbier Markovitch? Georges Pompidou en est convaincu, il s'agit d'un règlement de compte interne au mouvement gaulliste, diligenté par le SDECE. Le général va bientôt passer la main et la guerre de succession bat son plein. Entre De Gaulle et son Premier ministre, l'affaire Markovitch est l'affaire de trop. La rupture est consommée.
En juin 1969, Georges Pompidou devient le deuxième président de la Ve République. Il procède à une véritable épuration dans les rangs des services secrets. Le temps des barbouzes et de leurs coups tordus est révolu. Les temps changent, chantait Bob Dylan au milieu des 60s. Lorsqu'éclate l'affaire Markovitch, la mutation est accomplie. En mai, les étudiants ont pris possession des rues de Paris, exprimant dans la violence leur rage de vivre sans entrave. La mondaine, elle aussi, est dans la rue. Comme tous les services de la préfecture de police, elle participe aux opérations de maintien de l'ordre. Les effectifs étaient requis pour diverses tâches autres que celles de la prostitution, de façon quasi permanente. Donc la brigade mondaine, elle n'existait que sur le papier, pratiquement. Nous avions au début comme mission, la PJ d'une manière générale, d'aller autour des manifestations pour essayer d'identifier les casseurs, les gens qui arrivaient avec des armes par destination. Il faut dire que ce n'était pas très efficace. Hein. Et puis après, lorsque nous sommes intervenus pour évacuer la Sorbonne, les Beaux-Arts, l'Odéon, on faisait partie, bien sûr, en tant qu'officier de police judiciaire, des gens qui pénétrions derrière les compagnies de CRS pour intervenir. Le 13 mai, la Sorbonne est occupée. Dans les jours qui suivent, elle se déclare commune libre. Pionnière de la révolte, la vénérable université en est un des bastions les plus irréductibles. Elle ne sera évacuée que le 16 juin. En tête des étudiants insoumis, le commissaire Pierre Ottavioli, patron de la mondaine. Il y avait eu des blessures graves faites à un garçon, un étudiant, peu importe. Je suis allé à la Sorbonne avec mon adjoint et nous avons commencé l'enquête classique. Le service d'ordre d'étudiants de la Sorbonne, quand je dis que je venais pour une enquête, disons traditionnelle, m'a laissé pénétrer dans la Sorbonne et avec mon adjoint, on entendait les témoins que nous pouvions récupérer jusqu'au moment où, ça je m'en doutais depuis longtemps, je savais que donc, les autorités supérieures allaient profiter de l'occasion pour faire évacuer la Sorbonne, et ça n'a pas manqué à un moment donné. Avec mon adjoint, nous avons été prévenus qu'en réalité la Sorbonne était entourée des gardiens de la paix et des CRS. Et, disons qu'il y a eu une période de flottement durant laquelle on n'était pas tellement rassuré quant à notre situation. Puis tout s'est bien passé. Je suis sorti de la Sorbonne à la tête des étudiants. La révolte étudiante était partie de la non-mixité des dortoirs à l'université de Nanterre. Les temps changent, les mœurs aussi. L'amour se veut libre et sans entrave. Bientôt, 343 femmes revendiqueront publiquement leur avortement. Bientôt, les homosexuels revendiqueront leurs différences. Bientôt, les prostituées revendiqueront des droits sociaux. Pour la mondaine, rien ne sera plus jamais comme avant.